Bonjour mes chers amis, bonjour mes collègues et bonjour tout le monde en fait. Voilà, durant ma carrière, j'ai eu l'occasion de croiser un grand nombre de personnes différentes et malheureusement j'en ai vu souffrir un grand nombre d'entre eux à cause de leur activité professionnelle. Alors ça se traduisait malheureusement parfois par de la dépression, un burn-out, différentes autres manifestations négatives et parfois même on va dire que toute l'équipe dans laquelle je faisais partie était concernée à des degrés divers par cette souffrance morale. Et mon but maintenant, dans cette vidéo, c'est de vous expliquer les mécanismes dont nous sommes victimes dans le monde du travail et qui provoquent cette souffrance. Alors dans l'ensemble, j'ai appris à apprécier mes collègues, bien sûr, on s'adapte, on n'est pas parfait, mais quand j'y réfléchis, bien la majorité des gens que j'ai croisés se sont avérés être des gens serviables, travailleurs, qui essayaient de faire le mieux possible leur travail en fait. Et même quand l'environnement de travail était mauvais. Et spoiler alerte, il était souvent très mauvais. Alors cette bonne volonté a-t-elle été récompensée? Eh bien, du point de vue de l'employeur, on va dire que oui, tout est fait pour prendre soin du personnel, surtout lorsqu'il est motivé et vaillant, bien sûr. Ça, c'est la doctrine officielle. Mais de mon point de vue, et là je parle de mon expérience personnelle, eh bien on va dire que c'est à peu près l'inverse. C'est-à-dire que plus les gens essayaient de bien faire, et plus ils souffraient, moins ils étaient bien traités. J'ai vu les conditions de travail se détériorer au fil du temps, c'est-à-dire que au début de ma carrière, c'est quand même pas aussi horrible que ça l'est maintenant, et les efforts ont été de moins en moins récompensés. Enfin, de moins en moins récompensés par ceux qui les font, bien sûr. Parce que je soupçonne que ceux qui demandent aux autres de faire des efforts, eux, sont récompensés, par exemple sous forme de primes ou d'avancement professionnel, ce qui revient un peu près au même. Mais du coup, j'ai vu souffrir beaucoup de belles personnes. Alors ça commence par des émotions toxiques, découragement, incompréhension, sentiment d'injustice, frustration, amertume, colère. Alors ça semble bien négatif, mais en fait, ce sont des réactions normales lorsqu'on est dans une situation anormale, c'est-à-dire des conditions de travail délétères dans lesquelles la personne souffre. Alors j'ai vu des gens qui viennent avec la boule au ventre, des gens qui se mettent à sangloter alors qu'ils sont en train d'exprimer un petit peu ce qu'ils ressentent, comment ils vivent leur travail, ou au contraire des gens qui essayent de se cacher. J'ai pu en observer certains qui pleuraient comme ça dans leur coin en essayant de ne pas se faire voir tellement ils se sentaient peut-être misérables. Et puis il y a aussi ceux qui finissent par disparaître, terrassés par la dépression ou une maladie psychologique terrible de ce genre. Et c'était dû, et là encore je parle par rapport au retour qu'il y a eu après consultation de médecins, c'était dû à leur activité professionnelle, à leur environnement qui peu à peu les a affaiblis jusqu'à les amener à la dépression. Alors cette souffrance morale dans le monde du travail était pendant longtemps invisible, mais le lien entre travail et dépression a été fait de manière dramatique dans les années 2007-2008, et là je fais allusion à une série de drames médiatisés, particulièrement terribles, dans l'entreprise qui s'appelait à l'époque France Télécom. Et à ce moment-là, donc, l'entreprise avait pour objectif de licencier un certain nombre de personnes, notamment des cadres, et dû au management toxique de l'entreprise, il y a eu plusieurs dizaines de suicides. Alors à France Télécom, il était question de harcèlement moral prémédité, planifié à l'avance. En fait, à l'époque, certains cadres avaient été sélectionnés pour faire une formation spéciale où ils ont été formés au harcèlement moral, en quelque sorte, avec un objectif précis. On leur donnait des noms et les personnes qui étaient désignées devaient absolument démissionner. Et pour cela, ils avaient des méthodes de harcèlement moral de manière à les briser psychologiquement. Alors, je précise que tout cela a été documenté au cours d'un procès, et même d'un procès en appel. Alors, on peut dire que ces cadres qui ont été formés ont brillamment réussi, parce que de nombreuses personnes ont craqué. Mais, je vous rassure tout de suite, l'immense majorité des tortionnaires n'a pas été inquiétée. Voilà. Seuls les plus hauts responsables ont été emmenés au procès. La majorité a même fini par faire appel de la première sentence pour finir par avoir des peines anecdotiques, surtout au regard du drame que ça a été, puisqu'il parle de plusieurs dizaines de morts. Et bien sûr, c'était quand même beaucoup trop, ces petites peines de rien du tout avec sursis, et donc ils ont été en cassation. Du coup, est-ce que ça a mis fin au management délétère? Le harcèlement moral volontaire, dans la mesure où on peut le prouver, bien sûr, a été condamné dans ce procès. C'était un signal important parce que, la peur du gendarme est indispensable au cas où, prenons un exemple, certains managers, certains cadres ne seraient pas étouffés par la déontologie. Je ne sais pas, ça existe certainement. Mais bien sûr, il n'y a pas que le harcèlement moral direct qui peut être utilisé par les managers. Il reste toutes les autres façons de faire pression sur les subalternes. Parce qu'après tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé. On est bien d'accord. Alors dans ces cas-là, pourquoi s'en priver? Alors dans le contexte de cette catastrophe de France Télécom, le ministre de l'époque a commandé une étude.
Et on va s'intéresser à cette étude et à ses rejetons par la suite. Alors, cette étude avait pour but de, je lis, c'est un rapport sur la façon d'identifier, de quantifier et de suivre ces risques, les risques psychologiques qui peuvent mener au suicide ou à la dépression. Cette étude, c'est ce qu'on appelle le rapport Golac, du nom bien du scientifique qui a mené cette étude, qui a dirigé cette étude. Alors, petite parenthèse, notez qui a commandé ce rapport et qui a désigné les rapporteurs. Il s'agit d'un certain Xavier Bertrand, ministre de Nicolas Sarkozy. Alors c'est important de le préciser au cas où certains voudraient remettre en cause la validité des informations qui vont être données en criant au gauchisme, en disant que voilà, c'est la propagande syndicale, gauchiasse, etc., tout ce que vous voulez. Non, en fait, là, c'est un travail qui a été commandé par un ministre de droite qui s'appelle Xavier Bertrand, donc bien à droite. On peut donc faire confiance à toutes les informations qui vont être données dans ce rapport et dans ceux qui ont suivi. Donc ce rapport Golac a effectivement eu un suivi, donc il y avait de la sincérité sur ce sujet, et le suivi a été fait et les résultats ont été intégrés de loin en loin, comme ça, toutes les plusieurs années. Et le dernier rapport, la dernière reprise de ce rapport Golac, mise à jour en quelque sorte, a été faite en 2021. Donc c'est sur ces chiffres-là que nous allons nous appuyer pour illustrer ce qu'on va dire après. D'ailleurs, voici ce document. Alors, je lis « Déchiffrer le monde du travail pour éclairer le débat public ». Bon, nous, on veut juste essayer de comprendre ce qui nous rend malade. Alors, justement, il y a des questions. Regardez page 19. Vous allez voir, c'est très neutre. Toutes les précautions de langage ont été prises. Il faudrait surtout pas culpabiliser qui que ce soit. Alors, il identifie clairement l'ensemble des situations de travail qui accroissent l'exposition aux différents risques psychosociaux. Alors, on va parler de ces situations. Toutes ces situations dont on va discuter, qui sont relevées dans ce rapport, vont créer du stress, mais surtout vont se combiner les unes aux autres. En prenant une simple pour commencer, s'estimer mal payé. Bon là, enfoncer les portes ouvertes. Vous savez ce qui explique les bas salaires? Les bas salaires existent juste parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de payer encore moins. Bon, quand on nous paie le moins possible, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ce qu'on fait ne vaut pas grand-chose. Et c'est dévalorisant. Est-ce qu'on a le droit de ressentir ce genre de choses? De toute façon, on le fait pas exprès, on le ressent. Prenons un autre qui est simple à comprendre. La crainte de perdre son emploi. Alors ce point concerne les emplois précaires notamment, pas que, mais surtout les emplois précaires, c'est-à-dire les CDD ou les intérimaires, qui sont très nombreux dans l'entreprise où je travaille, à la production bien sûr, et les nouveaux arrivants, en contrat précaire, on les voit arriver souvent tiraillés entre plusieurs émotions, bien sûr l'enthousiasme d'avoir été accepté, d'avoir l'espoir d'un CDI, et la rudesse des conditions de travail. D'autant plus qu'ils voient repartir leurs prédécesseurs sans CDI, et ils voient arriver un nouveau contingent de contrats précaires qui viennent remplacer ceux qui viennent de partir. Ce n'est plus des humains, c'est du consommable, des cartouches d'encre en quelque sorte. Travail répétitif. Le travail est moins varié, plus répétitif. Donc moins il est varié, plus il est facile à apprendre. Et ça tombe bien puisqu'il y a un roulement continu d'intérimaires ou de CDD qui viennent et qui doivent apprendre en quelques heures le travail qu'ils auront à faire pour le temps qu'ils seront là. Et comme ça, ils seront vite prêts à remplacer les précédents qu'on n'a pas gardés. Et bien sûr, il y a les gens qui vont en arrêt maladie parce qu'ils ont craqué psychologiquement. Vous voyez, en fait, il y a une rationalité à tout ça. Et ce malaise, on va le dire, se combine aux autres dont on a déjà parlé et à ceux dont on va parler bientôt. Alors, rentrons dans un sujet un petit peu plus impactant, devoir se dépêcher. Alors, il est bien précisé, souvent ou toujours, parce que c'est vrai que si on doit se dépêcher de temps en temps, on va dire que c'est un petit challenge qu'on aurait à faire, ça serait presque stimulant d'avoir un petit défi à relever de temps en temps. Mais là, il est dit toujours ou souvent. Parce que si on doit se dépêcher tous les jours, ça finit par devenir usant. On va lier ce point avec celui d'objectifs chiffrés, mais qu'on va combiner, on va en parler en même temps en fait. Alors objectifs chiffrés, souvent on pense aux vendeurs qui ont des objectifs de vente, mais en fait ça marche aussi pour la quantité de travail qu'on va nous demander, un petit peu comme les préparateurs de commandes d'Amazon. Ils ont des objectifs de préparation de commandes tous les jours et ils doivent absolument y arriver pour pouvoir obtenir une petite prime qui va permettre d'avoir un salaire un peu moins misérable que ce qu'ils ont. Parce que bien sûr, l'employeur a toujours des envies de productivité, qui va vous concerner, concerner votre travail. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, il y a un travail minimum qui est fixé. Et tous les jours, vous arrivez au travail en sachant qu'un marathon vous attend. Si on devait prendre une image, c'est un peu comme si on vous demandait de porter des chaussures du 40, alors que vous faites du 41. Vous voyez, alors sur
1 heure, on va dire que c'est gênant, mais ça pose pas de problème. Mais au bout de plusieurs jours, et c'est le temps en fait qui va faire la différence, eh bien ça va provoquer une souffrance terrible et vous pourrez plus porter de chaussures du tout. Et là c'est pareil, c'est le temps qui va rendre cette situation insupportable. Alors vous avez ces objectifs irréalistes et malgré tout vous voulez bien faire, donc tous les jours vous arrivez, vous vous mettez la pression, vous essayez de parvenir à atteindre cet objectif parce que des fois bien sûr vous y arrivez, mais bien sûr dans la précipitation vous commettez plus d'erreurs ou alors volontairement vous faites l'impasse sur des aspects moins importants de votre activité dans le but de privilégier la part plus importante de votre travail. Donc là encore, dans le but de bien faire, parce que vous essayez de satisfaire les exigences de votre employeur, vous êtes de bonne volonté. Et là, on arrive au point le plus contre-intuitif de cette étude. C'est dans la rubrique conflit de valeurs, ne pas éprouver la fierté du travail bien fait. Quand bien même, ce travail est considéré comme ingrat. Alors ce ressort de l'esprit est mal connu parce que dans notre inconscient, on a déjà intégré que, en tant que salarié, ouvriers ou travailleurs, on est des gens qui essayons d'en faire le moins possible, qui essayons en permanence d'échapper au labeur. Et c'est comme ça qu'on est perçu, et c'est comme ça qu'on finit par se percevoir nous-mêmes. Et celui qui éprouve la fierté du travail bien fait est considéré comme une exception. Alors qu'en fait, la plupart des gens aiment le travail bien fait. Je prends encore un exemple, si vous lavez la vaisselle chez vous, vous n'allez pas laver la vaisselle et laisser 2 assiettes dans l'évier. Non, vous lavez la vaisselle, vous voulez que toute la vaisselle soit lavée. Et beaucoup passent même un petit coup d'éponge autour de l'évier pour que tout soit nickel à la fin, c'est pas vrai? On aime bien faire les choses et on ne s'en rend même pas compte. Mais que se passe-t-il lorsqu'on n'a pas les moyens de faire un travail de qualité? Cette situation en sociologie du travail s'appelle la qualité empêchée. Alors vous n'arrivez pas à finir, ça vous frustre de base déjà, et pour finir, vous voyez arriver un manager qui va vous traiter comme un enfant qui n'a pas fait ses devoirs. Et là, ça va être la leçon de morale. Et que vous n'aurez pas la prime si vous n'atteignez pas les objectifs de qualité, et qu'on doit tout faire pour y arriver, et qu'il y a bien des collègues qui y arrivent, parce que oui, il y a toujours des collègues qui y arrivent mieux que les autres, que c'est une question d'organisation et de motivation, et que vous, finalement, vous ne respectez pas les consignes, c'est pour ça que vous avez du mal à y arriver. Et que nos clients s'attendent à ce que nos délais ou notre objectif de qualité soient respectés. Bref, la réponse, c'est que non seulement on nous force à porter des chaussures trop petites, mais qu'en plus, si on se met à boiter, c'est de notre faute. Et là, on se retrouve dans la catégorie manque de reconnaissance, ne pas recevoir l'estime et le respect que mérite le travail. Et voilà, les facteurs de tension psychologique s'accumulent, se combinent les uns aux autres pour provoquer encore plus de stress. Alors je précise, il y a souvent un double discours au sein d'entreprise au sujet de la question du stress au travail dû à une trop grande charge de travail. Parce que par exemple, chez nous, la direction, depuis le temps, est tout à fait consciente du problème, puisque le stress a fait de plus en plus de victimes au fil des années. C'est pourquoi ils se sentent obligés de nous rappeler tous les 4 matins à quel point ils sont soucieux de notre bien-être professionnel. Et ils sont sincères d'une certaine façon. Ils font tout pour qu'on aille mieux. Enfin tout sauf ce qu'ils devraient vraiment faire, bien sûr. Parce qu'il ne faut surtout pas toucher à l'optimisation, à la productivité de l'employé. Donc pour qu'on aille mieux sans toucher à rien finalement, qu'est-ce qu'il leur reste? La parole. Et la parole, ça tombe bien, c'est gratuit. Par exemple, des fois on nous dit, s'il y en a trop, vous laissez pour le lendemain. En fait, on ne nous dit pas s'il y en a trop. On nous dit plutôt si vous ne pouvez pas tout passer. Alors ce changement de terminologie peut paraître anodin. Je suis sûr qu'il y en a qui vont dire que je cherche la petite bête. Mais de toute façon, il y en a, dès qu'ils voient un bâton, il faut toujours qu'ils défendent celui qui le tient. C'est dans la nature de certaines personnes. Mais ce changement de terminologie change tout. Parce que quand on nous dit « si vous ne pouvez pas tout passer », on nous fait porter la responsabilité de ce qui ne va pas. Ce n'est pas l'organisation du travail qui est déficiente, c'est nous. Vous êtes le maillon faible à ce moment-là. Quand vous avez un problème, le problème c'est vous en fait. Alors on va me dire, c'est caricatural, personne n'a jamais dit ça, bien au contraire, l'entreprise apprécie grandement vos efforts. Oui, ça aussi je l'ai entendu, et je l'ai même entendu souvent, mais ça c'est votre bouche qui le dit justement. Et elle le dit souvent, c'est vrai. Mais vos actes, eux, disent le contraire. La façon dont vous organisez le travail, les décisions que vous prenez à notre égard, la façon dont vous nous parlez et dont vous nous considérez raconte une autre histoire. Je vais faire l'analogie avec un homme qui maltraite sa femme et qui lui affirme qu'il l'aime. Et quand il la bat, finalement, c'est de sa faute à elle, parce que c'est elle qui l'a mis en colère. L'analogie ne porte pas sur la souffrance de la femme, je précise, uniquement sur l'attitude du mari, qui rend la victime responsable de sa souffrance.
alors que c'est lui qui agit mal, eh bien c'est lui la victime de la situation. Et là, c'est exactement la même chose. On entend vos déclarations d'amour, et pourtant on se sent maltraité, méprisé. Vos actes et les décisions que vous prenez au jour le jour indiquent ce que vous pensez vraiment. C'est-à-dire qu'on est des travailleurs réfractaires qui essayent d'en faire le moins possible. Et quand on souffre, et qu'on s'énerve, ou qu'on a une attitude dont on a parlé, d'amertume, ou tout ce que vous voulez, eh bien c'est parce qu'on a un mauvais état d'esprit. Et donc c'est encore nous les coupables et vous les victimes. Quand on fait des erreurs, parce qu'on se dépêche, ou qu'on sacrifie certaines actions secondaires pour privilégier les plus importantes, eh bien c'est considéré comme des négligences de notre part, alors qu'on s'efforce de faire le mieux possible. C'est ça ce que disent vos actes. Et le problème, c'est qu'un grand nombre d'entre nous sommes prêts à croire ce discours. Et on finit par se sentir indigne, incapable, minable. Bon, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à ça? Est-ce qu'on peut changer les choses? Alors j'aimerais vous répondre que oui, mais vous l'avez peut-être constaté, mais on est toujours dans cette logique de dégradation des conditions de travail. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on est au fond, et en fait on s'aperçoit qu'on n'était pas au fond, qu'on pouvait encore aller plus bas. D'autre part, vous avez constaté que la tendance politique, c'est plutôt de donner plus de pouvoir à l'employeur. N'espérez pas trop un changement de politique managériale de votre entreprise. Enfin, politique managériale, c'est un bien grand mot pour ce qui est souvent de la gestion à la petite semaine. Mais par contre, il y a quelque chose qui peut changer, c'est vous. Vous n'allez pas vraiment changer la personne que vous êtes, surtout pas. Mais la façon que nous avons de percevoir les choses, elle peut évoluer. Notre perception de toutes ces petites humiliations, de toutes ces petites frustrations que nous subissons tous les jours, toutes ces choses ne vous définissent pas. Elles définissent bien un système de domination, mais ça ne vous définit pas vous en tant que personne. Alors bien sûr, vous êtes vampirisé par un système qui écrase les bonnes volontés. Et il semble que plus vous essayez de bien faire, et plus vous souffrez en fait. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez comprendre un peu mieux les mécanismes dont vous êtes victime, que vous arrêtiez de vous attribuer la souffrance que vous ressentez, ou qu'au moins vous ne vous sentiez pas coupable de la souffrance dont vous êtes victime. Alors bien sûr, il n'y a pas de recette pour résister, mais il y a des médecins quand même qui pourront vous aider, des psychologues, voire des psychiatres, si vous êtes déjà malade. Et en attendant, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, parler de votre expérience, et puis pourquoi pas, liker cette vidéo et partagez-la avec certains de vos amis qui sont intéressés par la question. En tout cas, moi je l'ai faite en espérant vous être utile, pouvoir bien vous aider un peu. Je vous souhaite un bon courage à tous.